Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Tinandou. Bienvenue sur Congo One, hein, où nous allons une fois de plus commenter l'actualité politique congolaise de cette semaine. Monsieur Mbelou, il s'est tenu la semaine passée un rassemblement politique de grande envergure tel qu'on ne l'avait plus vu depuis longtemps ici en Belgique. Et ce rassemblement a été dénommé Conclave des forces politiques et sociales. Monsieur Mbelou, quelle lecture avez-vous eu de tout cela? Peut-on parler d'un grand moment politique pour la RD Congo? Merci pour la question, Monsieur Tinandou. Mais je vais partir de votre question. Vous dites, ça fait longtemps. En d'autres termes, cette rencontre n'est pas la première. Vous vous souvenez qu'il y a déjà eu l'une des plus grandes rencontres de la vie contemporaine des Congolais, c'est la conférence nationale souveraine. C'est bien de deux. Et que, aux alentours à la même époque de cette conférence-là, il s'était créé ce qu'on avait appelé USORAL, l'Union sacrée de l'opposition radicale. De l'opposition radicale. Alors, qu'est devenu l'USORAL à la conférence nationale souveraine et après? Vous savez, je ne suis pas... je suis l'un de ceux qui en appellent au rassemblement de Congolais. Mais ce qui me dérange de temps en temps, c'est que le rassemblement se fasse aux dépens de l'histoire. Vous ne pouvez pas vous rassembler à une certaine période de votre vie historique, politico-sociale, sans questionner l'histoire, sans questionner les acteurs, pour savoir qui est qui a fait quoi, sans questionner votre marche à la fois politique, historique et économique. Pourquoi l'Union sacrée de l'opposition radicale n'a-t-elle pas survécu à la conférence nationale souveraine, par exemple? Comment se fait-il que certains membres de cette Union sacrée de l'opposition radicale se retrouvent aujourd'hui dans ce qu'on appelle chez nous au Congo majorité présidentielle? Comment se fait-il que certains membres de cette opposition, de cette union de l'opposition radicale se retrouvent dans ce qu'on a appelé pendant la guerre, et une guerre qui n'est pas encore terminée, le Rassemblement Congolais pour la démocratie, le RCD Goma? Voilà des questions, et c'est là que je dis que les Congolais se mettent ensemble. Très bien. Mais oui. M. Mbelou, est-ce que vous ne jouez pas un peu là au rabat-joie? Parce que tout le monde semble saluer, pas tout le monde, mais du moins, on a vu sur les réseaux sociaux congolais, plusieurs semblent saluer cette initiative du rassemblement de l'opposition politique. Mais, M. Tinandou, quand vous parlez de plusieurs, je me pose des questions. Moi, j'ai vu des gens arriver. Il y en a qui sont arrivés à la va-vite. Essayons un peu de comparer les choses telles qu'elles se font ailleurs. Si ce rassemblement de Congolais, de l'opposition, de la société civile, était aussi important que cela, on aurait pris au moins 3-4 mois pour le préparer. On en aurait appelé aux experts pour qu'ils étudient, on se pose entre autres des questions du genre: d'où venons-nous? Où en sommes-nous? Où allons-nous? Nous sommes en guerre pendant plus de 20 ans. Qui nous fait la guerre? Vous savez, c'est vite fait. Bon, je ne dis pas que j'ai les secrets de Dieu. Tout ce que je vous propose maintenant comme lecture peut être discuté. Mais quand vous vous rassemblez, après une guerre qui a duré plus de 20 ans, et que vous dites, nous nous mettons d'accord contre Kabila, mais vous vous moquez de notre histoire. Ce n'est pas parce que vous vous êtes rassemblés de cette manière-là que nous allons tous applaudir. Si une bonne majorité a applaudi, je fais peut-être partie des minorités qui estiment que cette rencontre-là
doit être replacé dans une lecture historico-politique et économique. Cette lecture-là, ce rassemblement-là, ne peut pas se faire sans que nous le replacions dans le contexte de la guerre que le Congo est en train de connaître depuis plus de 20 ans. Et si j'insiste, c'est parce que vous ne pouvez pas aller à un rassemblement comme celui-là et oublier que c'est l'Occident qui nous fait la guerre. Et prendre les Occidentaux comme accompagnateurs. Il aurait mieux fallu qu'au lieu de prendre les Occidentaux comme accompagnateurs, qu'ils soient les partenaires du dialogue. Il y a des livres, monsieur Etienne Nandou. Oui. Monsieur Mbelou, on va y arriver un peu plus loin dans notre échange. Mais je voudrais d'abord qu'on revienne sur l'organisation elle-même de ces conclaves. On ne va pas revenir sur la forme, dont plusieurs commentateurs politiques et les médias étrangers ont souligné, notamment un certain désordre, pour ne pas dire les chaos dans lesquels ces assises se sont tenues. Monsieur Mbelou, le fait que cela se soit tenu à l'étranger, plus précisément en Belgique, est-ce les lieux indiqués pour que l'opposition congolaise puisse sceller son unité? Vous savez, j'ai l'habitude de ne pas répondre à vos questions du tic au tac, parce que vos questions sont porteuses d'autres questions. Pourquoi cette rencontre a-t-elle eu lieu en Belgique? Notre histoire nous apprend qu'il y a déjà eu d'autres rencontres de Congolais en Belgique et des rencontres qui n'ont pas, qui ont accouché des grosses souris. Regardez, il y a eu une table ronde ici en Belgique dans les années 60. Cette table ronde n'a été que politique et n'a jamais été suivie d'une grande table ronde économique. Ce qui fait que quand nous réalisons aujourd'hui l'histoire, vous avez des industriels qui à ce moment-là se disaient ce qui est bien pour les Congolais estiment que ce qui est bien pour eux, c'est d'avoir des postes politiques. Donnons-leur les postes politiques. Qu'ils aient des bicyclettes, qu'ils aient des motos, des grandes voitures, qu'ils aient des costumes cravates. Nous allons nous occuper de l'économie. Vous voyez pourquoi chaque fois qu'il y a une rencontre comme ça à l'extérieur, nous questionnons l'histoire. Pourquoi à l'extérieur? Qu'est-ce que les autres rencontres organisées à l'extérieur du pays ont déjà apporté? Je viens de faire allusion à la rencontre, à la table ronde qui avait eu lieu en Belgique, vers les années 60. Mais quand vous lisez Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique de Pierre Péan, vous vous rendez compte que même les rencontres qui ont eu lieu en dehors du pays, à Lusaka, par exemple, ça a été des rencontres boutiquées par les forces extérieures, les grandes puissances qui nous ont fait, qui font la guerre au Congo. Et même les traités qu'on nous dit aujourd'hui avoir signés, tel ou tel autre part, ont été d'abord concoctés par les experts, et je pèse bien les mots, les experts de ceux qui font la guerre au Congo. Où ont été les experts de ce rassemblement-là? Ils se sont réunis pendant combien de jours pour baliser les voies des débats et des résolutions qui allaient être prises? Je n'en vois pas. Bon, oui, et puis qui a financé? Qui a financé? Oui, justement, j'allais y venir. Voilà, c'est la question que plusieurs observateurs de la scène politique congolaise se posent sur, par exemple, sur les vrais initiateurs et organisateurs de ces conclaves. C'est-à-dire qui a fourni les moyens. Surtout que dès la fin des travaux, une délégation des participants à ces conclaves a été reçue par les ministres belges des Affaires étrangères qui a publié un communiqué disant ceci: la Belgique salue le travail de rassemblement effectué cette semaine afin de parvenir à des positions communes de l'opposition. C'est ce qu'a indiqué le communiqué publié par le ministère belge des Affaires étrangères. Monsieur Mbelou, nous savons très bien comment s'obtiennent les visas au Congo, parce que il y a certains fonctionnaires même congolais qui reçoivent les invitations pour certaines manifestations internationales et on ne leur octroie pas le visa. Mais et par miracle, on a vu que tout le monde est venu. N'allons pas trop vite en besogne.
examinons le fait que les résolutions de cette conclusion-là aient été remises au ministre belge des Affaires étrangères. Revenons aux élections de 2011. Quand les résultats sont proclamés, et qu'il y a des accusations de fraude, qui va enfin dire, ou qui sera parmi ceux qui vont dire, malgré les fraudes et tout ce qu'il y a eu, cela n'empiète pas sur les résultats finaux. C'est qui? C'est le ministre belge, le même. Où est-ce que Kabila a été accueilli quand il a prononcé son discours vantant l'œuvre de Léopold II? C'est ici en Belgique, hein, au Parlement belge. Nous discutons de quoi? Situons ce qui se passe dans l'histoire. Vous vous rendez compte que ce que nous pensons être l'opposition congolaise, ou ce que nous pensons être la majorité congolaise, la majorité présidentielle, ce sont les deux forces du statu quo congolais. Les forces qui ont les mêmes parents. Les forces qui ne questionnent même plus notre histoire avec leurs parents. Où est-ce que M. Kabila a été présenté comme étant la chance du Congo? Dites-moi. C'est bien ici, hein, en Belgique. Mais nous parlons de quoi? Nous parlons de quoi? Et est-ce que vous avez remarqué qu'au même moment où se tenait ce conclave, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikwabo, était aussi ici. Avez-vous remarqué cela? Oui, on l'a vu sur, sur les réseaux sociaux. Nous parlons de quoi? Oui. Monsieur Mbelou, revenons quand même aux organisateurs. Hein. C'est les partis politiques UDPS hein, qui étaient l'initiateur de ces conclaves. Et son président, Etienne Tshisekedi, dans son mot d'ouverture des travaux, il a demandé aux participants de sceller l'unité des forces politiques et sociales acquises au changement autour des objectifs communs, convenir d'aller au dialogue politique sous la modération de l'ONU, l'Union européenne et l'OIF, hein, l'Organisation internationale de la francophonie, et les États-Unis d'Amérique, veiller à la bonne mise en application de la résolution 2277 par toutes les parties. Monsieur Mbelou, est-ce suffisant pour mettre en place un leadership ambitieux hein, qui semble manquer cruellement au Congolais? On a comme l'impression que nous sommes dans un schéma, vous l'avez dit, hein, boutiqué de l'extérieur. Mais regardez, Monsieur Etienne Tshisekedi, quand les résultats des élections de 2011 sont proclamés, j'ai retenu le titre de l'article et la date où il a été publié par cœur. C'est l'article d'Arnaud Zeitman intitulé « Il est minuit moins une à Kinshasa » publié le 7 décembre 2011. Dans cet article, je résume, Arnaud Zeitman dit « Mais qu'est-ce que les Occidentaux viennent encore de faire? Ils viennent de faire au Congo en 2011 ce qu'ils y ont fait en 2001, en 1960. Ce qu'ils ont fait à Lumumba, parce que ça contient son assassinat. C'est M. Tshisekedi qui a gagné les élections, mais il est jugé incontrôlable. Là, je vous ajoute une confidence qu'un ami belge m'a fait. Il m'a dit, Monsieur Mbelou, Tshisekedi va gagner les élections, mais les anglo-saxons ne vont pas accepter de travailler avec lui. Ils veulent travailler avec Tshisekedi, avec Kabila, même s'il tue un peu. L'homme est encore en vie, et ce que je vous dis maintenant peut être vérifié. Le même Tshisekedi va nous faire croire que 5 ans après, les Occidentaux ont oublié ce qu'ils ont fait en 2011. Mais nous prenons les Occidentaux comme si c'était les garçons, je ne sais pas comment, les enfants de cœur. Nous oublions que ces messieurs travaillent sur 20, 30, 40 ans. Ils ne sont pas aussi amnésiques que nous. Justement, M. Mbelou, c'est par rapport à cela que je pose ma question par rapport au leadership. Si on se comporte de telle manière après et tout ce que vous venez de nous relater là, et que
on revient encore ici pour dire que voilà, nous nous sommes mis d'accord et que l'Occident va nous accompagner. Est-ce que ce n'est pas un peu la faillite d'un certain leadership, hein, et voilà, un leadership ambitieux, hein, qui manque cruellement au Congo? Je vous ai dit, mon hypothèse est que nous sommes en train de passer de la trahison des élites politiques et économiques et sociales et intellectuelles à ce qu'on a appelé à Kinshasa Chancelo Kopamba. Nos élites intellectuelles et politiques ne lisent plus, ne se forment plus. C'est ce que nous sommes en train de récolter comme résultat, c'est ce qui se passe là. Si nos élites intellectuelles, politiques, économiques et sociales lisaient, ils pourraient se référer, ne fût-ce qu'au livre de Charles Onana intitulé Europe, crime et censure au Congo, les documents qui accusent. En fait, le problème que nous avons, c'est une guerre entre les anglo-saxons et leurs alliés occidentaux et les Congolais. Alors, mettons-nous Congolais d'un côté et que les anglo-saxons et leurs alliés soient d'un autre, qu'on échange sur le nerf de la guerre et qu'on trouve une solution. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une stratégie de comment est-ce qu'ils procèdent? De retournement. Ils retournent les Congolais et les Africains contre eux-mêmes et eux se mettent en retrait comme s'ils étaient des conseillers. C'est cette procédure-là qui n'est pas normale. Mais M. Mbelo, ceux qui sont venus à Genval, ils n'étaient pas contraints, hein, ils y ont pris du plaisir. Et hier même, on a vu que M. Tshisekedi distribuait des brevets aux participants. Hier, hein, dans un grand hôtel à Bruxelles, c'est l'information que je viens de voir cet après-midi, il a distribué des diplômes à ceux qui ont participé. Est-ce que ce n'est pas une manière de nous exonérer de notre responsabilité à chaque fois de dire que l'Occident nous manipule? Oui, mais notre responsabilité souligne en disant que nos élites intellectuelles, politiques, économiques et sociales ne se forment plus. Celles qui, parmi elles, sont à la tête de certaines formations politiques ne semblent pas avoir une expertise à la hauteur des enjeux d'un pays comme le Congo. Les enjeux géopolitiques, les enjeux géostratégiques. Je n'ai pas entendu parler à ce conclave-là une seule fois des terres congolaises spoliées, des compatriotes chassés de terre, de nos forêts vendues. Donc, on se rencontre à la va-vite pour parler de la Constitution et des élections, pendant qu'une dame appartenant à un pays qui contrôle le nôtre et un pays qui ne va pas organiser les élections était ici en train d'échanger avec les mêmes responsables politiques occidentaux auxquels les Congolais ont finalement confié les conclusions de leur conclave. Donc il y a un problème intellectuel sérieux, un problème de culture intellectuelle grave. Mais monsieur Mbelo, le problème n'est pas aussi, mais oui, c'est vrai ce que vous dites, mais le problème n'est pas aussi de la responsabilité politique, hein, lorsque des personnalités politiques aussi importantes se retrouvent et qu'elles prennent des engagements publics, on les voit. On prend des résolutions et on va remettre ces conclusions à un ministre des Affaires étrangères du pays hôte. Est-ce que ce n'est pas une manière de reconnaître sa faiblesse, hein, et voilà, d'affirmer ça à la face du monde? Politique se nourrit des idées. Donc, ils ont opéré sur un mode colonial. Donc, c'est comme si le Congo, ils ont affirmé par leur manière de faire que le Congo n'est pas devenu indépendant depuis 1960. J'ai entendu l'un des membres ayant participé à ce conclave dire « Oh, et ce sont eux qui nous ont toujours dit que nous ne nous mettons pas ensemble. Et quand nous nous mettons ensemble, mais pourquoi, après plus de 50 ans d'indépendance, ils doivent être nos conseillers, ils doivent nous dire ce que nous devons faire pour le bien de notre pays. Donc, c'est que nous n'avons pas acquis suffisamment de maturité intellectuelle et politique qui nous permettent de pouvoir organiser les choses comme nous l'entendons. Donc, nous sommes des bébés politiques. Nous sommes des esclaves volontaires. Nous avons encore besoin qu'il y ait des pères qui puissent nous paterner
pendant que nous essayons de grandir politiquement et intellectuellement. C'est une insulte à l'intelligence, et à l'intelligence politique, et à l'intelligence économique, et à l'intelligence... C'est une insulte à la mémoire historique des Congolais. Mais M. Mbelou, l'un des participants à ce dialogue, à cette rencontre, lui, il ne semble pas partager votre point de vue, puisque lui parle carrément, hein, il dit que il s'agit de Olivier Kamikatou qui affirme que ces forums visaient à mobiliser les forces acquises au changement pour faire face à la dictature en RDC, et il précise, nous devons avant tout nous rassembler autour d'un plan d'action et mobiliser toutes les forces politiques et sociales acquises au changement en RD Congo et montrer à la communauté internationale que les Congolais peuvent se prendre en charge. Ils ont une vision commune et peuvent parler d'une seule voix. Monsieur pourquoi voilà, j'en arrive à ma question. Pourquoi sceller cette unité pour la communauté dite internationale et ne pas le faire pour le peuple, par exemple? Nous sommes malades. Nous sommes malades. Et qu'est-ce que nous appelons communauté internationale? C'est l'Union européenne, avec les États-Unis. Où ont été, dans le mécanisme d'accompagnement, où est-ce qu'on met la Chine? Où est-ce qu'on met la Russie? Où est-ce qu'on met l'Iran? Les pays qui essaient quand même de s'émanciper de cette fameuse communauté internationale. Et regardez. C'est depuis 2007 que ce livre existe. Son auteur a été arrêté il n'y a pas très longtemps. Paix et châtiment, les guerres secrètes de la politique et de la justice internationale. Donc, la guerre menée contre le Congo est une guerre secrète de la justice et de la politique internationale. Et c'est une occidentale qui écrit, Florence Hartmann, qui fut porte-parole de la procureure au tribunal pénal international pour le Rwanda, Kala Del Ponte. Elle-même a publié ce livre. La traque, les criminels de guerre et moi. Madame la procureure accuse. Mais ayez vos experts. Vous pouvez être contre leurs avis. Mais ayez vos experts qui travaillent sur ces documents-là. Là, ce sont des documents... Monsieur Mbelou, vous, je ne sais pas, vous n'avez pas été consulté. Est-ce pour ça que vous jouez un peu au rabat-joie par rapport à Genval? Vous regrettez de ne pas avoir été associé à cela? Non, pas du tout, pas du tout. Je vous avoue que même si j'avais été consulté, je n'irai pas. Je n'irai pas parce que j'ai ma façon de lire la politique congolaise. Donc, il y a Kala Del Ponte, il y a Florence Hartmann, mais j'ai déjà fait allusion à Pierre Payan. Je cite ces trois occidentaux pour ne pas citer les nôtres, qui ont beaucoup travaillé sur ces questions et qui n'ont pas, eux aussi, été consultés. Oui, justement, on n'a pas appelé Oufoué, par exemple. Oui, mais monsieur Mbelou, par rapport à cette approche que moi j'appelle internationaliste, j'ai eu ce week-end quelqu'un qui m'a parlé, qui m'a dit, écoutez, monsieur Mbelou, lorsqu'on l'écoute, c'est un peu de la philosophie, il s'éloigne un peu de la réelle politique, parce qu'on échangeait justement par rapport à Genval, il dit, il va trop loin, il vole dans les airs. Regardez, Thierry Boufonkol, qui n'est pas Mbelou, écrit un petit article de rien du tout, dans lequel il pose entre autres ces questions-ci. Maintenant, nous parlons là. Morales est traqué. Mais Morales ne va pas aller en Espagne ou aux États-Unis pour aller dire il y en a marre, venez me conseiller. Hugo Chavez a été traqué jusqu'à sa mort. Il n'est pas allé chez les ex-colons. Son successeur, Maduro, est traqué. Il ne va pas aller chez les colons, dans l'ex-métropole. Qui c'est Dilma, démise de ses fonctions? Vous l'avez entendu dire, on va aller demander des conseils aux Espagnols. Non. Nos considérations sont liées à une prise de conscience que nous devons pouvoir rompre avec le viol de l'imaginaire et devenir simplement nous, adultes. Je n'exclus pas qu'il y ait des démarches diplomatiques entre les Congolais et
leurs partenaires, comme ils aiment le dire, leurs partenaires traditionnels. Mais que ce soit des démarches qui mettent ces partenaires traditionnels face à leurs responsabilités. Parce que nous avons des documents qui prouvent qu'ils ont été impliqués dans la guerre qu'il y a eu lieu chez nous. Pourquoi ne pas débattre directement avec eux et accepter une confrontation congolo-congolaise ou congolo-africaine, excluant les acteurs pléniers? C'est de cette façon-là que nous nous posons la question. Très bien. Monsieur Mbelou, il y a aussi une question qui se pose par rapport aux résolutions qui ont été prises. Hein. Il y en a notamment, il y a un certain nombre de résolutions, de bonnes intentions. Ils disent notre attachement indéfectible à la Constitution et à son strict respect. Et c'est pour cette raison que nous disons non à toute idée des projets de référendum pour élaborer une nouvelle Constitution. Et tout ça, c'est bien beau, mais on a comme l'impression que, et vous l'avez souligné bien au début, hein, en parlant de l'Union sacrée de l'opposition radicale, on sait bien ce que c'est devenu par après. Il y avait l'USOR, il y a eu l'USORAL, et puis on est passé par la FICI. Un émiettement, est-ce que nous ne sommes pas en train de retourner vers ces mêmes schémas-là où voilà, hein, c'est une unité de façade, et quand les ambitions vont revenir, et voilà, ça va voler en éclat. Mais là, vous me rejoignez parce que moi je pose cette question aussi. Pourquoi reconduisons-nous les schémas qui ont échoué par le passé? Est-ce que ce n'est pas de la folie que de faire encore et encore et encore la même chose? Regardez, qui va... Donc, ils ont parlé, ils ont remis leurs conclusions au ministre belge des Affaires étrangères. Louise Mushikiwabo était ici. Après, Tshibanda est venu. Mais c'est quoi ça comme histoire? C'est quoi? On a l'impression, Monsieur Mbelou, le fait que les autres aient remis leurs conclusions, et on voit bien que la Belgique semble avoir déroulé les tapis rouges à l'opposition. C'est comme si à Kinshasa, le régime a paniqué, il a envoyé très vite Tshibanda pour essayer de rééquilibrer les choses. Mais qui fonde la légitimité du pouvoir? C'est le peuple. Ce sont nos masses populaires. Non, mais monsieur Mbelou, on le voit dans ce cas-ci, pour les personnels politiques congolais, c'est bien l'Occident qui décide, hein, puisqu'on le voit. Alors, allez pas le régime a paniqué vite en envoyant Tshibanda ici. Acceptez que nous faisons de la philosophie, mais n'allez pas mentir à nos populations demain pour leur dire, c'est vous, les détenteurs, les détentrices de la légitimité politique. Donc, on fait une démarche inverse par rapport aux véritables démarches politiques responsables. Vous voyez le nombre de tous ceux qui sont venus ici. Si ils se répartissent le travail et qu'ils occupent le Congo du sud au nord, de l'est à l'ouest, avec leur discours tournant autour des terres, des forêts, des eaux vendues, des terres dépeuplées, des terres occupées, s'ils centrent leur discours sur le fait que le Congo est sous la tutelle de l'ONU et qu'ils ajoutent le reste, cette population-là va se mettre debout et se libérer elle-même. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Demain, on risque d'avoir un groupe que les parents ont retourné contre un autre, qui va prendre ce que tu appelles le pouvoir os, mais un pouvoir os qui ne va pas profiter à nos populations. Il n'y aura pas de justice sociale redistributive. Après, les mêmes populations vont se retourner contre les messieurs, elles vont aller dans la rue, et ça sera un cercle vicieux permanent. Donc, questionnons l'histoire, corrigeons ce qui n'a pas pu être fait. Pourquoi tous les schémas, les mêmes schémas utilisés par le passé, n'ont-ils pas pu produire un Congo réellement indépendant et souverain? Vous dites, ah, l'OIF va aussi nous accompagner. Mais lisez Noir Canada, lisez Noir Canada. Mais, monsieur Mbelou, dans tout ça, est-ce qu'il n'y a pas une absence, hein, on peut dire, des devoirs de vérité envers le peuple, parce que on les voit, même M. Tshisekedi semble maintenant aller dans ce schéma de parrainage, hein, puisque vous l'avez si bien cité, hein, dans l'article de Arnaud Zaitman,
on a comme l'impression que c'est pratiquement tout le monde qui va dans ce chemin de parrainage, hein, et accepte d'aller dans ce sens-là. Oui, c'est-à-dire, tout le monde est parti dans la lutte politique perdant, avec un imaginaire gelé. Ah, le pouvoir vient de... Nous comptabilisons le nombre de voyages qu'ils effectuent à l'extérieur. Presque tous les 2 mois, j'exagère, ils sont à l'extérieur. Donc, un imaginaire violet, une mentalité coloniale, on ne peut pas acquérir une véritable indépendance avec un imaginaire violet et une mentalité coloniale. C'est cela qu'il faut changer. Voilà pourquoi nous en appelons régulièrement à l'invention de notre imaginaire. Vous n'allez pas acquérir votre souveraineté avec une mentalité coloniale. Non, non. Vous êtes encore des bébés politiques. Acceptez qu'il y ait une autre classe politique qui se lève, qui se mette debout pour vous remplacer. Et puis regardez l'âge en certains moments. Vous allez voir que parmi eux, certains font ce qu'ils appellent de la politique depuis plus de 30 ans. Leurs enfants sont venus les retrouver dans la chose. Non, mais renouvelons quand même cette classe politique-là. Ah, que les débats tournent autour des enjeux fondamentaux. La terre. Tout ce qui se passe là, c'est quoi? Contrôler les terres, contrôler les mers, contrôler les airs. Mais c'est de la géoéconomie et de la géopolitique que les Occidentaux dont nous parlons aujourd'hui ont hérité de leurs ancêtres, de Mackinder, de Cécile Rhodes. Eux travaillent sur des archives. Et c'est à leur actif. Ils travaillent sur des archives. Ils travaillent sur le temps long. Nous imaginons qu'ils font de la va-vite comme nous le faisons. C'est vrai qu'ils arrivent aussi de verser dans le court-termisme, mais nous sommes dans l'immédiatisme. Donc nous avons besoin d'un leadership collectif visionnaire. Très bien. Il n'y a plus tellement de vision. Très bien. Vu de Kinshasa, les réactions à ces conclaves semblent vraiment contrastées. Hein. S'exprimant vendredi 10 juin à Radio Okapi, certains parlementaires saluent cette idée et estiment que ces résolutions permettront d'éviter le fameux glissement. Et d'autres, par contre, estiment que les solutions aux problèmes des Congolais doivent venir des Congolais et non des pays étrangers. Mais M. Mbelou, en l'absence d'espace politique pour l'opposition à Kinshasa, hein, est-ce que se réunir à l'étranger n'était-il pas l'unique possibilité? Puisqu'on le voit, il n'y a pas d'espace politique à Kinshasa. La répression est en permanence. En question, ce n'est pas seulement le fait qu'on se soit réunis à l'extérieur. Se réunir avec qui? Pour quoi faire? Est-ce que vous savez qu'il y a des Kassaïens qui sont quand même choqués de voir M. Tshisekedi saluer publiquement Kyungu, alors qu'ils ont perdu leurs frères, leurs soeurs, leurs parents et leurs biens et même leur boulot, sans qu'il y ait eu un procès public envisageant un minimum. Monsieur Mbelou, justement, puisque vous abordez, est-ce que c'est à l'homme Tshisekedi d'absoudre Kyungu de ses crimes, puisque tel que ça a été interprété par plusieurs, c'était présenté comme une sorte de réconciliation, hein, puisque la question elle oppose Kyungu aux Kassaïens qui ont subi ce problème au Katanga. Mais pourquoi est-ce à l'homme Tshisekedi d'absoudre subi ce problème au Katanga? Pourquoi? C'est ça, c'est la raison pour laquelle, en tant qu'acteur politique, on doit on doit marcher avec l'histoire de son pays. Il y a des Kassaïens qui sont froissés et même blessés dans leur amour propre. Cette rencontre avec Kyungu aurait pu se faire autrement que publiquement. Ça aurait été beaucoup plus souple. Parce que ne donnez pas à nos populations l'impression que vous êtes des pervers narcissiques, c'est-à-dire, tant que vous poursuivez un objectif politique, qu'on tue, qu'on blesse, qu'on emprisonne, ce n'est pas cela qui importe. Ce qui importe, c'est l'objectif que vous poursuivez. N'utilisons pas nos populations comme des marchepieds. Là, on tombe dans la perversion narcissique. Et les populations regardent, voient. Et à un certain moment,
elle peut vous inviter au devoir de l'inventaire. C'est vrai que ce n'est pas lui qui devrait juger Kyungu, mais il y a quand même une souplesse. Vous qui parlez de la réelle politique, une réelle politique aurait demandé que ces messieurs se rencontrent ailleurs que publiquement. Parce que M. Tshisekedi oublie qu'il y a plusieurs pièges dans lesquels il tombe à la fois. Par souci de pouvoir réconcilier, il commet pour certains Congolais et plusieurs Congolais une gaffe qui peut être réparée parce qu'on peut comprendre que ça allait dans le sens de la réconciliation. C'est-à-dire, nous avons besoin, Tchoni Tchinkaga appelle ça de la voyance, hein, un leadership politique qui a de la voyance et qui évite les pièges qui peuvent demain, quand il est tombé dedans, se retourner contre lui. Un leadership de ce genre-là, nous devons pouvoir en avoir ou le créer. Oui, justement, les participants à ces conclaves, hein, ils ont désigné M. Tshisekedi à la tête d'une nouvelle plateforme dénommée Rassemblement de l'opposition congolaise, hein, dont il est secondé par un conseil des sages composé de 8 membres, hein, représentant chacune des coalitions des partis qui étaient représentés à Genval, dont notamment Charles Mwandou Simba, Patrick Mayombe, Raphaël Katebe Katoto, Laurent Batumona. Il y a également Georges Kapiamba qui représenterait la société civile. Monsieur Belou, voilà là un bel attelage. Hein, et je reviens à la question. On a l'impression d'être retourné au temps de l'union sacrée de l'opposition radicale. Tout ceci tiendra jusqu'à quand? Tant que vous ne résolvez pas certains problèmes historiques qui se sont posés à vous, vous les accumulez en estimant qu'en changeant les formes de vos organisations, vous en arriverez à bout, vous vous mentez à vous-même. Commencez par résoudre les problèmes qui se posent à vous de manière schématique, historique. Alors, vous pourrez inventer quelque chose de neuf. Donc, hier, c'était du Soral. Vous avez cité plusieurs formations qui ont été mises sur pied dans notre histoire. Mais pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas demain le Congo de l'insoumission? Parce que le problème du Congo, ce n'est pas tout cela. Le problème du Congo est qu'il est sous occupation et sous tutelle. Comment allons-nous rompre avec cette occupation et cette tutelle sans tomber dans l'insoumission? Voilà des questions qui se posent. Mais, monsieur Mel, vous parlez d'insoumission. Est-ce que ce n'est pas un peu les schémas dans lesquels, par exemple, M. Tshisekedi était allé, on voit, ce schéma n'a pas marché. Et il semble maintenant aller aussi vers... Il a été soumis... il semble aller vers les parrainages aussi maintenant. Il a été soumis à une guerre psychologique d'usure. Vous savez, c'est la raison pour laquelle connaître l'autre, celui qui est en face de nous, le véritable adversaire, c'est très important. Et j'insiste là-dessus, j'y reviens dans mon livre « À quand le Congo ?» Quelles sont les méthodes de l'autre? Quelles sont ses stratégies? Comment est-ce qu'il nous identifie? Hein? Dites-moi. Ce monsieur qui aurait pu prendre le pouvoir il y a 30 ans, par exemple, on le lui donnerait aujourd'hui. Non, dit. Ils ne font pas ça. Ils le fatiguent. Ils le fatiguent. C'est la raison pour laquelle nous posons la question, par exemple, de connaître celui qui a financé cela. Parce que derrière, le fait de mettre Tshisekedi sur le devant de la scène, il y a un contournement qui est en train de se faire. Justement, qui a financé tout cela? Puisqu'on l'a vu, il y avait énormément de monde. Un document ici. Si je trouve à disposition, on est Jean-Pierre, je ne t'entends pas bien, on est entrecoupé et je n'ai pas les sons qui viennent de chez toi. Je ne sais pas si toi tu m'entends bien, mais... Très bien, oui. Oui, tu peux y aller, hein, parce que je n'ai pas... Ce que tu as dit avant n'est pas bien passé. Maintenant ça va? Oui, maintenant ça va, oui.
J'ai un document que je vais vous fournir. Vous saurez, peut-être qu'à la prochaine émission, on va citer le nom qui est sur le document. Mais c'est un industriel qui a financé. Vous voyez? Pourquoi un industriel? Un bienfaiteur? Pas du tout. Il devra mener ses actions économiques au Congo. Il prend le devant, il finance, mais moyennant qu'il ait des garanties que demain, tout ira bien pour lui. Vous voyez, la question du financement de Jean Val repose une question fondamentale, c'est celle de la bourgeoisie nationale. Pendant plus de 50 ans, nous n'avons pas encore réussi à avoir une bourgeoisie nationale digne de ce nom qui pourrait faciliter la tâche pour l'organisation des rencontres comme celle-là. Est-ce qu'il n'est pas temps que ceux qui pourront avoir le pouvoir demain y pensent comment créer une bourgeoisie nationale congolaise? Ce qui a aidé les Iraniens à être fiers d'eux-mêmes malgré tout ce qu'ils ont connu tout au long de leur histoire, c'est entre autres le fait qu'ils aient eu une bourgeoisie nationale. Toutes ces questions sont liées. On doit travailler avec des lieux du savoir. Donc, oui. Il demeure encore plusieurs zones d'ombre sur Genval. Beaucoup. Il y en a qui sont vite repartis contents en disant, cette fois-ci c'est la bonne. Attention. Qui était là? On a vu l'envoyé spécial des États-Unis faire un passage par là. Pourquoi? Donc tout ça sont des questions sur lesquelles faudrait se pencher. Nous en appelons à nos hommes politiques à pouvoir créer autour d'eux des cercles de réflexion, des lieux du savoir. Ils peuvent compartimenter cela. Dites, savoir économique, savoir historique, savoir politique. Donc, de façon que quand ils ont à analyser une question congolaise, qu'on retrouve plusieurs dimensions liées à cette question-là. L'histoire, notre histoire, nous l'oublions rapidement et nous la lisons souvent comme on veut nous voir lire cette histoire. Mais M. Mbelou, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'ils ont décidé d'externaliser cette matière, cette expertise, et de confier cela aux parrains Malheureusement, c'est bien ça. Les parrains ont leurs propres problèmes. Vous avez vu les gardiens de prison aller en grève ici. En France, ça ne va pas. Mais entre nous soit dit, pourquoi est-ce que nos compatriotes ne voient pas que l'Europe ne va pas bien? La Grande-Bretagne menace de sortir de l'Europe. Et la France, si le FN prend le pouvoir, il menace de sortir de choses. Je vous ai déjà cité le livre de M. Philippe de Villiers. Le moment est venu de dire ce que j'ai vu. Beaucoup de souverainistes français aujourd'hui ne jurent que par la sortie de l'Europe. Mais comment est-ce que nous lisons l'histoire? Pourquoi est-ce que nous pensons que l'histoire, quand nous sommes dans des pourparlers, il n'y a que l'histoire du Congo qui importe, et nous avons du mal à pouvoir situer ce qui se passe chez nous dans un contexte beaucoup plus large. L'Europe ne se porte pas bien. Comment est-ce nous pouvons confier notre destin à un ensemble économique qui ne se porte pas bien? Très bien, merci M. Mbelou pour cet échange. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis et leur fixons rendez-vous à la semaine prochaine. Merci bien M. Tienlandou, à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir.